Eh bien, j'ai voulu adapter le livre de Fatima Besnasilankou qui s'appelle Fille de Harki, qui raconte sa vie de petite fille dans le camp de Rivesaltes en 62, 63, etc. Et je suis venue très souvent ici avec elle d'abord, et quand le mémorial a été construit, en résidence pour avancer mon projet. Donc je connais très très bien les lieux, je les ai beaucoup arpentés, photographiés. J'ai rencontré beaucoup de témoins. C'est un endroit qui m'est à la fois qui me saisit toujours quand je viens et qui m'est très familier. Ici, là-bas, c'est le premier film que j'ai fait avec mes parents qui sont pieds noirs pour chercher comme un souvenir des traces de à la fois la guerre d'Algérie et ce que c'était qu'être pieds noirs. Et après, j'ai continué dans ces deux autres films. Et maintenant que je les ai faits, ces films-là et d'autres d'ailleurs tracent comme un chemin dans ma vie et dans celle de ma famille, un chemin d'un cinéma familial, autobiographique, qui croise aussi évidemment l'histoire, puisqu'il s'agit de l'Algérie, il s'agit du temps qui a passé en fait, et on traverse toujours de l'histoire à travers le temps qui passe. Je disais effectivement à l'instant que Ici là-bas est un film, moi c'est un des premiers films de Dominique Cabrera que j'ai eu l'occasion de voir et qui m'a vraiment fait entrer dans sa filmographie parce qu'il m'a énormément touchée. Alors s'il m'a énormément touchée et j'expérimente à nouveau ça là en venant de voir le film une nouvelle fois en salle, je pense que c'est par la sincérité, l'honnêteté de la démarche de Dominique Cabrera qui est alors très jeune. Le film date de 1988, c'est vraiment ce qu'on peut considérer comme un essai de jeunesse. C'est pas son tout premier film, mais elle sort de l'IDEC, donc c'est un de ses premiers essais. Donc il y a quelque chose à la fois de très fragile, voilà, qui va avec la jeunesse. Il y a quelque chose de l'ordre de la fragilité, mais il y a aussi beaucoup de détermination, beaucoup d'intuition et beaucoup de persévérance avec une capacité à questionner, à douter, à mettre en question et peut-être aussi d'une certaine manière en cause sa vie familiale à travers donc la figure de ses parents, mais plus largement aussi en questionnant la communauté pieds noirs, le colonialisme, enfin quelque chose de bien plus vaste. Voilà, donc je suis très sensible à cette dialectique, pour le dire un peu simplement, entre la fragilité et la détermination qui se produit à l'écran. Mais il me semble que dans tout le programme d'aujourd'hui, c'est le cas, dans les deux autres films aussi. Oui, enfin, c'est-à-dire que ce qui est touchant pour moi quand je revois ces films, c'est le temps qui a passé, qui est inscrit dans les films. Et tout le monde a vieilli. Ma sœur Nathalie avait 20 ans dans Ici là-bas. Aujourd'hui, voilà, c'est, je sais plus, 20, 25 ou 30 ans plus tard. Donc évidemment, elle ne parlerait pas des choses de la même manière que la jeune femme de 20 ans. Et d'ailleurs, moi, je ne les filmerais pas du tout de la même manière. Donc c'est comme si ces films accompagnaient à la fois notre présence dans la vie et puis notre disparition programmée comme celle de tous les humains. Alors bon, il faut en faire quelque chose de ça. Mais on n'y peut rien. On vieillit, on meurt et on disparaît et voilà, il y a des traces qui restent. Mais c'est sûrement pour ça que j'ai fait ces films en fait, pour que les visages, les êtres, le rayonnement des personnes que j'aimais persistent un peu plus longtemps que juste la durée d'une vie, mais c'est sans illusion sur le fait que nous disparaissons tous, même avec des films. Mais voilà, ce sera là, ça continuera à rayonner un peu. Je pense qu'il y a quelque chose de très proche. Je pensais beaucoup à la peinture en fait quand j'ai fait tous ces films entre guillemets autobiographiques.
c'est-à-dire au rayonnement qui continue de nous atteindre en fait dans une toile, même dans les grottes de Lascaux. En fait, ça continue de rayonner parce qu'on y a mis comme une sorte d'intensité, de concentration, d'attention. Voilà, j'ai un peu cet espoir-là par rapport à mes films. Ça m'a apporté beaucoup d'éclairage, beaucoup de lumière, énormément. D'abord, j'ai essayé de l'aider. Donc, il a fallu ranger mes archives, aller les voir, les revoir. Donc, ça a été une occasion de bilan, en fait. Déjà, tout simplement, en termes d'organisation. Rechercher, j'avais oublié beaucoup de choses, en fait. Retrouver des traces, des dessins, des mots, des textes, des photos. Enfin, voilà, c'était une occasion vraiment de replonger dans tout ce trajet. Et puis, les textes, en fait, à la fois les entretiens que j'ai faits avec Julie, le texte qu'elle a écrit, mais aussi les autres textes, parce qu'ils apportaient un point de vue, en fait, à chaque fois singulier sur ce que j'ai fait, m'ont aidé, je pense, à mettre à distance et à mieux comprendre ce que j'avais fait. Et comment ça pouvait s'inscrire dans un mouvement. Parce que, évidemment, les films, mais d'ailleurs la vie aussi, hein, on fait les choses les unes après les autres en fonction de ce qui se passe, des occasions, des résultats de nos élans. Les revoir après coup, revoir après coup tous ces actes en fait que sont les films, c'est une façon d'essayer de réfléchir à ce qui s'est passé plus souterrainement que je ne le croyais. Ça donne une sorte de cohérence à ce que j'ai fait que je ne voyais peut-être pas aussi clairement. Et puis, il y a la chaleur de la relation avec Julie, en fait, tout bêtement, qui me nourrit, qui me fait plaisir. Là, ça me fait très plaisir de la revoir. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas revue. C'est chouette, parce qu'il aurait pu y avoir une chercheuse qui s'intéresse à mon travail sans qu'elle soit aussi sympathique que Julie. Donc, ça, c'est une différence. Non, je crois qu'en fait, il y a une chose qui m'intéresse dans la vie, vraiment, c'est la créativité. Et j'aime les gens créatifs. Enfin, les gens créatifs me font écho pour moi. Je pense que la créativité au sens où une étincelle jaillit à un moment dans du vide, ça a été une grande source de résilience pour moi et puis dans ma famille, ma mère, mon frère, mon père. Il y a beaucoup de créativité dans cette famille. Et Julie a cette étincelle, ce mouvement. Et je me sens toujours à l'aise avec les personnes qui ont cette capacité de voir plus loin que ce qui est là. C'est une question compliquée. Quelle place le cinéma de Dominique Cabrera a dans le paysage du cinéma documentaire? Sa place est tout à fait singulière. C'est ce que le livre L'intime et le politique a cherché à explorer, à éclairer. Dominique Cabrera fait des films maintenant depuis près de 40 ans, avec, malgré ce qu'elle disait à l'instant, une cohérence, une unité, un travail des formes, des figures qui est tout à fait palpable et reconduit de film en film. Il y a vraiment une démarche au sens plein et très beau du terme qui est tout à fait singulière et unique à Dominique Cabrera. Alors ce qui peut être entre guillemets paradoxal ou empêcher peut-être le fait justement de pouvoir situer facilement, aisément le travail de Dominique dans le cinéma contemporain, c'est sans doute lié au fait qu'elle expérimente, explore des pistes, des régimes d'écriture, de travail très distincts, aussi bien en documentaire qu'en fiction. Elle a une capacité vraiment très, je crois, rare d'adaptation à des genres dont elle va s'emparer et qu'elle va investir toujours à sa manière, qui est une manière reconnaissable. Ce que je disais pour répondre au départ à votre question, je crois qu'il y a vraiment des manières de faire et des pensées qui sont
propres à Dominique Cabrera. Pas le temps de les déployer ici, mais voilà, donc il y a à la fois une très grande hétérogénéité, une très grande curiosité, une très grande capacité d'adaptation à des contextes de fabrication, de réalisation, d'écriture, et en même temps une singularité, une veine qui consiste à la fois à être extrêmement investi dans l'histoire, dans le champ social, donc très engagé, et à recourir à l'intime, au personnel, au vécu, pour nourrir et habiter cet engagement. Bah, c'est ce que j'essaye de faire, hein. C'est-à-dire que, en fait, j'essaye, quand je fais ces films, comment dire ça, de donner aux détails de la vie à la fois énormément de valeur et en même temps de faire quelque chose comme une simplification ou de synthétiser les choses pour que le détail ne soit pas un obstacle à saisir un mouvement général. C'est assez compliqué à décrire. C'est comme, oui, c'est ça, synthétiser, simplifier, mais garder le côté fragile, spécial, singulier des détails des vies des uns et des autres, de ceux qui traversent les films. Et c'est comme ça que je pense que ces films peuvent continuer éventuellement de résonner, parce qu'ils auront été comme dessinés autrement que la place qu'ils pouvaient prendre dans le chaos du réel, et de devenir presque des catégories. Enfin, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. C'est difficile à décrire comme mouvement. Voilà, c'est ça. C'est la suite de la question que vous avez posée, en fait. Au fond, j'avais envie de continuer à dire que l'histoire, la grande histoire, est composée de millions de brins d'herbe, de millions de petits moustiques que nous sommes, et chacun vivant à sa manière des mouvements qui nous dépassent. Donc faire saisir le lien, en fait, entre ce qu'on appelle la grande histoire, les événements, les flots qui nous entraînent ici et là, malgré nous, et la vie de chacun en ce qu'elle a dans ce qu'elle a de libre et de très singulier pour chacun, c'est un travail qui doit être fait, refait. Et là, ici, il est fait, voilà. Et je crois que c'est en montrant des films ou en exposant des œuvres ou en faisant entendre des témoignages qu'on peut continuer à faire sentir ce lien qui n'est pas évident a priori entre, je dirais, la détermination dans laquelle nous sommes pris et puis la liberté, enfin la capacité qu'on a chacun d'inventer quand même quelque chose alors que tout nous dit le contraire. Et aujourd'hui, là, à la date où nous sommes, où on voit les nuages s'accumuler au-dessus de nos têtes et comme un mur se dresser autour de nous, c'est difficile de penser qu'on y peut quelque chose. Et je crois qu'on y peut quelque chose parce que, justement, il y a cette étincelle de créativité à la fois dans les êtres et dans les foules, dans les mouvements politiques, qui peut, à un moment de vide, faire surgir du nouveau. Et le nouveau, il va surgir de la vie de chacun, de quelqu'un qui, au lieu de faire un geste comme ci, fait un geste comme ça, au lieu de dire un mot qui ferme, dit un mot qui ouvre. Et ce moment-là, il est extrêmement singulier. Bon, Dominique a dit déjà beaucoup de choses et je partage complètement ce que tu viens de dire, Dominique. C'est très beau, très juste. L'idée de projeter des films dans une institution comme celle-là, pour moi, elle a du sens
parce qu'elle produit effectivement de la singularité, comme vient de l'exprimer très justement Dominique. Elle produit aussi du vivant, c'est-à-dire que conjuguer l'histoire au présent en la convoquant depuis le présent, avec des publics qui ont des rapports qu'on ignore, mais qui sont tous distincts à cette histoire, c'est aussi permettre à nouveau d'envisager l'histoire depuis aujourd'hui, en faisant le rapport, ce que disait également Dominique à l'instant, en faisant le rapport avec les nuages qui s'amoncellent au-dessus de notre tête, c'est-à-dire que c'est ce que faisait déjà Alain Resnais dans Nuit et brouillard, c'est pas seulement la Shoah, c'est la guerre d'Algérie qui bat son plein au moment où qui est en train de battre son plein au moment où il réalise le film, et c'est l'idée qu'il faut bien entendu ne pas oublier la Shoah, mais continuer aussi de voir en quoi elle résonne aujourd'hui sous d'autres formes, dans d'autres territoires, avec d'autres enjeux qui nous sont tout aussi proches. Voilà. Donc continuer de montrer des films au mémorial, c'est extrêmement important pour toutes les raisons qui viennent d'être dites, de la singularité et du vivant notamment. Oui, je peux ajouter quelque chose justement par rapport à cette histoire, au mot que tu emploies là, vivant. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens, c'est qu'on est sans cesse en train de réécrire l'histoire. Et justement, un lieu comme celui-ci, il me semble qu'il ne doit pas être figé dans une interprétation et ouvert à une réinterprétation sans cesse, un réexamen des documents, à d'autres points de vue, à une autre formulation, à quelque chose qui se complexifie, qui se contredit, à des discussions, à du désaccord, à de la dispute au bon sens du terme. Sinon, s'il devient une sorte d'ossuaire. Or, ce n'est pas un ossuaire, c'est censé être un lieu qui nous accompagne dans une réflexion sur ce qui s'est passé. Pour que cette réflexion soit vivante, il faut qu'elle soit toujours en mouvement. Oui, absolument. Je rajoute encore un mot, du coup, c'est l'idée de ne pas muséographier, quoi, de pas enfermer l'histoire dans un bocal de formol et puis de la regarder finalement assez gentiment et avec beaucoup de distance. C'est plutôt l'idée de la répandre et qu'elle continue de s'agiter, de nous remuer. Au moyen de nombreuses visibilités. Il y a autant de formes de visibilité qu'il y a d'histoire, quoi. Donc c'est vrai que le geste de la programmation me semble être effectivement tout à fait nécessaire et vital pour une institution comme le mémorial du camp de Rivesaltes. D'ailleurs, il y a une sorte de contradiction en fait entre l'idée du mémorial, l'idée de l'institution, et puis la nécessité pour qu'un lieu comme celui-ci soit vivant et serve au fond à quelque chose, à ce qu'il soit aussi sur un fil, dans le fil de la discussion, de la remise en question, de l'ouverture, de l'inconnu, qui sont indispensables pour inventer quelque chose.